De Jean-Noël Barrot, c'est une escalade dangereuse, ministre des Affaires étrangères, il parle au nom de la France, c'est une escalade dangereuse dans laquelle l'Iran porte une lourde responsabilité, c'est un engrenage de violence qui place la région devant le risque d'un embrasement généralisé qui aurait des répercussions graves, très graves dit-il, jusque chez nous. C'est une escalade, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est incontestable, elle était évidemment attendue, on se demandait où et comment les Iraniens allaient réagir. Ce qu'on peut peut-être dire, mais évidemment je laisse la parole aux spécialistes et aux militaires, c'est qu'a priori, si les informations que vous nous donnez ce soir, Darius Rochemin, sont confirmées, il semblerait que c'est plutôt une réaction à minima par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Xavier Titelman. Non, ce n'est pas une réaction à minima, c'est une réaction proportionnée par rapport à ce que les États-Unis ont fait. Voilà, ne minimisez pas ça parce que quand les États-Unis ont frappé, ça n'avait pas été minimisé. Or, les dégâts étaient largement exagérés. Au contraire, vous ne l'aviez pas minimisé, vous l'aviez exagéré. Dans la réponse de l'Iran, vous voulez minimiser alors que c'est la même proportion. Je ne comprends pas cette logique-là. Expliquons vraiment de quelle façon entrons dans la technique, parce que d'abord, quel type de missile s'agit-il ? J'essayais justement de l'identifier d'après les images. Là, c'est pas parole d'évangile, mais je pense que c'est un Fateh 110. Le Fateh 110, c'est un missile qui a moins de 1000 km de portée, donc relativement courte, qui a pour particularité d'être un carburant liquide. C'est-à-dire qu'il faut le refroidir, donc ils peuvent essayer de camoufler le froid, mais c'est-à-dire que pendant plusieurs heures, il doit être à l'extérieur pour pouvoir verser les carburants qui sont refroidis à moins 270 degrés avant d'être tirés. Ce qui veut dire qu'effectivement, non seulement il y a eu un préavis sur le Qatar, si effectivement ils les ont appelés, mais qu'en plus, le Qatar a choisi de ne pas détruire. Parce que quand vous avez quelque chose qui va... Non, c'est faux. Oh. Le Qatar a bien dit qu'ils ont essayé de détruire, mais ça n'a pas réussi. Ils ont dit qu'ils ont essayé, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous vous doutez bien que le Qatar n'aurait simplement pas pu laisser des missiles prendre leur territoire. Ils ont fait comprendre que leur défense n'a pas eu le niveau pour arrêter ces missiles. Voilà ce qui s'est passé. Dans les missiles iraniens que la défense du Qatar peut difficilement intercepter ou ne peut pas l'intercepter du tout, il y a les missiles balistiques hypersoniques Fatah. Vitesse de Mach 13 à Mach 15, la portée d'environ 1400 km. C'est un missile balistique hypersonique à tête manœuvrable. On en parlait ici récemment. C'est difficile à intercepter parce que ça vole à haute vitesse. Ça peut changer de trajectoire dans la phase finale. Donc, ça devient compliqué. Les systèmes de défense comme les Patriot PAC-3 ou encore les SAM-T n'ont qu'une fenêtre de réaction de quelques secondes. Et passer cette fenêtre de réaction, c'est trop tard. Or, ça fait partie de ce que le Qatar possède. En deux des missiles iraniens qui peuvent traverser la défense du Qatar, ce sont les missiles balistiques à courte et moyenne portée. Les Fatah 110, Zolfagar ou encore Dezfoul. La portée est de 300 à 1000 km. La précision est de 10 mètres pour les plus récents. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que l'Iran en possède un très grand nombre. Ce qui veut dire que s'il y a saturation, ce sera compliqué pour le Qatar de les stopper. Mais on n'est pas dans ce cas de figure-là, étant donné qu'ils n'ont parlé que de quelques-uns. Donc ils n'ont pas envoyé en saturation en espérant que certains touchent. Non, ce n'est que quelques-uns. Il y a les missiles de croisière que l'Iran possède, les Soumar, Oveizeh et Paveh. La portée est de 1300 à 2500 km. La vitesse est subsonique et leur particularité, c'est de pouvoir voler en basse altitude, ce qui permet de contourner les radars du Qatar. Il a aussi la capacité d'éviter les systèmes de radars fixes et les intercepteurs traditionnels. Voilà. Donc dans les missiles, voilà ce qui est utilisable sans trop se dépenser. Parce qu'après, ils peuvent aussi utiliser des drones et consorts. Il va être froid pendant très longtemps, on le voit par satellite et on peut le détecter, on peut aller le détruire. C'est que le Qatar et les États-Unis ont laissé l'Iran préparer ce tir. Les risques, c'est plutôt les missiles à propulseur solide, c'est-à-dire c'est des poudres, et cette poudre, on claque des doigts, 2 minutes après c'est parti, et là ça permet de sortir, de tirer et de repartir. Donc il y a aussi une longue préparation avant ce tir qui fait que ça prouve aussi que les Américains ont peut-être laissé regarder les Iraniens leur tirer dessus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau d'exagération grave. Qui fait que ça prouve aussi que les Américains ont peut-être laissé regarder les Iraniens leur tirer dessus. C'est-à-dire que ces gars arrivent au niveau de mensonge au point de dire que les États-Unis se sont laissés tirer dessus. Les États-Unis qu'on connaît nous tous là se sont laissés tirer dessus. Mince, vous êtes fort. Ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. D'accord, Titelman. J'espère que tu es fier de toi d'avoir pondu une ineptie pareille. Les États-Unis qui se laissent tirer dessus. Pourquoi? Par qui? C'est même surtout ça la question. Par qui? Par l'Iran. Donc vous pensez que même si les États-Unis doivent se laisser tirer dessus, ce sera pas l'Iran. Alors qu'ils veulent absolument montrer leur supériorité en tout et partout. Et qu'ils estiment là qu'ils ne sont pas face à des adversaires de taille, mais des adversaires qui peuvent écraser. Et vous dites qu'ils ont laissé. Dosez quand même le mensonge, non? Dosez. Expliquez-nous ce qu'on voit exactement à l'image. Je rappelle, c'est des images. Tu veux qu'il explique quoi? Il ne peut rien expliquer de plus. Il passe ça. Oh, il va expliquer quoi? Avance là-bas. De ce que nous vivons, je suis frappé de voir que
on dit ça a été annoncé, ça a été préparé, les Qataris n'ont pas trop répliqué, etc. Et en même temps, Jean-Noël Barrot, à l'instant, dit il y a un risque d'escalade très grave et vous dites la même chose. Oui, non, Oui, c'est parce que les autres sont des menteurs. C'est ce que toi, tu dois conclure. C'est ce que tout public doit conclure. Non, c'était pas très grave. Les Qataris ont laissé faire. Les Américains se sont laissés frapper. Mais tout le monde dit que c'est grave. mais il ne faut pas se tromper. Alors, bien sûr, on est dans le commentaire là, mais depuis dimanche, on est dans un autre monde. On a basculé. Et je crois qu'il faut vraiment le dire. On a basculé, on vit un moment historique. C'est sans doute la décision la plus importante que Donald Trump ait prise, la plus importante. Il faut aussi le dire, nous, Européens, en particulier. Pourquoi dis-je que nous avons basculé ? On a basculé parce que Donald Trump, comme Benjamin Netanyahou, l'ont dit quasiment de façon synchrone. L'un et l'autre, désormais, c'est la force qui prime sur le droit, et c'est la force qui doit apporter la paix. Et ils veulent redessiner toute la région. Voilà donc le monde dans lequel nous sommes entrés. Et nous, Européens, Darius Rochemin, nous, Européens, c'est vraiment le dernier moment que nous avons pour réagir ensemble. Si nous ne comprenons pas que c'est ce monde-là, pour longtemps, qui est notre monde, alors nous serons spectateurs. Vous serez spectateur parce que vos dirigeants ne sont absolument pas dans cette optique-là. Au contraire, ils sont plutôt en train de dire on va juste faire ce que les Américains demandent et on quitte derrière les problèmes. Ouais. Et il n'y a que ça ou une tentative de recolonisation qui va échouer que vous pourrez faire. C'est tout. En dehors de ces deux options-là, rien d'autre ne s'offre à vous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que nous devons continuer à dire, y compris ce que dit Jean-Noël Barrot, ou ce que dit aussi le président de la République tout à l'heure à Oslo. Nous sommes pour l'état de droit, même si nous sommes le dernier des Mohicans, pour le dire. Précisez votre pensée, Ça veut pardon. dire que nous Thierry devons... Breton, quand le président de la République dit les bombardements américains en Iran des dernières heures sont illégaux, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Bien sûr, au regard du droit international, bien entendu, et il faut continuer à le rappeler. Non, moi j'appelle ça la caquetterie européenne. Parce que, bien évidemment, vous allez essayer de vous placer en tant que juste milieu, mais soutien. Hein, ils vont dire oui, nous on est contre, mais on soutient quand même ceux qui brisent le droit. Le problème, c'est que vous êtes dans cette même dynamique depuis toujours. Depuis toujours, vous vous contentez de parler de droit, mais bizarrement, chacune de vos actions va dans les intérêts de ces gens-là. Vous ne vous êtes jamais présenté en porte-à-faux de quelconque ordre ou quelconque équilibre tant que ça ne vous concerne pas. Parce que pour vous, le monde reste l'Occident. Et c'est ça, en fait, qui va vous entraîner. Vous faites partie de l'Empire américain, en fait. Voilà ce que vous devez retenir. Vous faites partie de l'Empire américain. Et en tant que tel, en tant que valet de l'Empire américain, en tant qu'arrière-cour de l'Empire américain, vous devez vous contenter de faire ce qu'il dit. Sinon, voilà, il vous lâche. Et comme vous dépendez de lui à tout et pour tout, ce sera très dur. Donc, ne vous présentez pas comme garant d'une quelconque morale ou d'un quelconque ordre ou d'un quelconque équilibre mondial. Non. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre tranquillité. D'ailleurs, à chaque fois que vous réagissez, c'est parce que votre tranquillité sera potentiellement touchée ou atteinte. Les déclarations d'Emmanuel Macron, vous les présentez comme un acte de rébellion. Il ne fait que dire un constat. Les frappes sont illégales. Lui, il l'a dit. Et ensuite quoi ? Il n'y a aucune action qui a été prise. Il n'y a aucune action qui sera prise. Vous allez vous contenter de faire des déclarations, de dire que c'est injuste. C'est un peu comme Antonio Guterres, celui de l'ONU, là, du Conseil de sécurité. Il se contente de dire que c'est illégal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Et voilà, terminé, c'est bon. Il retourne boire. Alors derrière, évidemment, pourquoi cette décision de Donald Trump est si importante, au-delà des aspects tactiques que les militaires qui sont autour de cette table pourront bien mieux décrire que moi-même. Il n'est pas tout à fait militaire, mais pourquoi il est paramilitaire. Il a été, nous étions ensemble du reste dans une école militaire tous les deux plus avec l'amiral. Pourquoi c'est si important parce que précisément, à l'heure où nous parlons, désormais, Donald Trump a donné, par le soutien des États-Unis, je dirais, un soutien à Israël dans sa démarche, et vous constaterez avec moi que depuis, on ne parle plus de ce qui se passe à Gaza. Vous constaterez avec moi que depuis, on ne parle plus de l'aspect illégal de l'agression russe en Ukraine. Et évidemment... Non. Tu aurais dû formuler de la même manière. Quand tu as dit ce qui se passe à Gaza, tu as dit ce qui se passe à Gaza, ok, c'est parti du principe que tout le monde sait de facto. Au lieu de dire qu'on ne parle plus de l'agression d'Israël à Gaza, du génocide d'Israël à Gaza, tu aurais dû formuler de la même manière. Parce que tu ne peux pas parler de l'agression de la Russie en Ukraine et à Gaza, tu dis on sait tout ce qui se passe. Non, monsieur. Non. À partir de là, on sait de quel bord tu tranches. Et ça revient à ce que j'expliquais. Ceux qui se prétendent
toujours comme étant garants d'une quelconque morale sont les pires. Parce que face aux injustices, ils se taisent, ils ferment leur bouche. Mais quand eux, ils sont touchés, c'est là qu'ils s'asseyent, ils pleurent. Évidemment, il faut que nous ne cessions de le rappeler. On verra demain ce qui va se passer à la réunion de l'OTAN. Et pendant ce temps-là... Et c'est vrai quand même. Et c'est vrai, quelque part, depuis le début de cette affaire, quelqu'un a des nouvelles de Zelensky. Peut-être même que la Russie a déjà conquis la moitié de l'Ukraine. On n'est même pas au courant. Évidemment, il faut que nous parlions de plus en plus d'une seule voix. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on a des voix divergentes. On a entendu effectivement ce qu'a dit le chancelier allemand Friedrich Merz, mais c'est le rôle précisément de nos institutions, dans un moment aussi historique et clé que celui que nous vivons, de nous mettre tous d'accord autour de la table. C'est existentiel. Quelle sera maintenant la réaction des Américains? Vous êtes le mieux placé pour le dire, amiral, puisque c'est un grand dispositif, notamment naval. Il y a ces 3 groupes aéronavals. Un groupe aéronaval autour du fort le plus important du monde. Tout à fait. 40 000 hommes. Plus de 100 avions, et un renfort possible d'avions qui est presque illimité de la part des États-Unis d'Amérique. Comment peuvent-ils répliquer à ça maintenant? Déjà, moi, je constate que vous voulez vraiment que les États-Unis répliquent. Vous avez vraiment besoin de couvrir un reportage sur le fait que, voilà, les États-Unis ont répliqué, c'était fort, c'était violent, patati patata, gna gna. Je le constate parce que c'est au moins la 4e fois que tu poses la question là. Et à chaque fois, on te fait comprendre que c'est imprévisible. Donc, je vais répondre. On connaîtra la nouvelle agression américaine quand les Américains agresseront. Puisque je le rappelle encore une fois, c'est l'Iran qui réagit aux attaques et aux agressions américaines. Ce n'est pas l'inverse. Là, la Maison-Blanche a fait comprendre que Trump n'est pas chaud. Trump, lui, il a complètement ignoré le sujet parce qu'il est focalisé sur autre chose. Et comme le gouvernement américain peut changer d'avis, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, il y a le fait qu'ils ont laissé passer l'affaire. Voilà ce qu'on note à l'instant-ci. Peut-être que dans quelques heures, ce sera différent. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il insiste autant pour savoir ce que les Américains vont faire. Ça, il va donner quelle information supplémentaire là? Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.